Un millionnaire sans scrupules a engagé une mendiante désespérée. Elle a accepté de mettre au monde sa fille en échange d'argent et d'abri. Mais ce qui se passe après l'accouchement, personne ne pouvait l'imaginer. Un retournement choquant transforme tout ce qui semblait juste. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène Mercier observait son reflet dans la vitrine embuée d'une boutique fermée. Ses yeux, autrefois brillants et déterminés, portaient maintenant le poids d'une existence qui semblait avoir glissé entre ses doigts comme de l'eau. Le tailleur Armani qu'elle portait jadis avec fierté avait été remplacé par des vêtements donnés, et son bureau dans le cabinet d'avocat le plus prestigieux de Paris n'était plus qu'un lointain souvenir. Ses doigts, tremblant légèrement, à cause du froid de la nuit, touchèrent la chaîne en argent autour de son cou, le seul souvenir physique qu'elle conservait encore de sa mère. L'inscription « Résister, c'est renaître » brillait doucement sous la lumière des réverbères, comme un murmure d'espoir au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. 6 mois. C'est le temps qu'il avait fallu pour que tout son monde s'écroule. L'accident qui avait emporté ses parents lors d'un voyage d'affaires semblait encore irréel, comme un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. L'héritage, qui aurait dû être son refuge, s'était perdu dans un enchevêtrement de documents et de procédures qu'elle, malgré toute sa formation juridique, n'avait pas réussi à démêler. Richard, son fiancé, avait promis d'être à ses côtés pendant la tempête. « Nous allons affronter cela ensemble », avait-il dit. Mais lorsque les difficultés financières avaient commencé à s'accumuler et que sa réputation professionnelle avait commencé à être remise en question, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore totalement, il avait simplement disparu. Sans explication, sans un dernier adieu, les rues de Paris qu'elle parcourait autrefois dans sa Mercedes importée étaient maintenant son foyer improvisé. Chaque banc de parc, chaque auvent, chaque Porsche devenait un abri potentiel pour une nuit de plus. Les regards de pitié des passants faisaient plus mal que la faim qui, de temps à autre, tenaillait son estomac. Cette nuit-là en particulier, alors qu'elle cherchait un endroit pour s'abriter de la bruine qui commençait à tomber, Hélène fut abordée par une femme élégante, d'âge moyen, qui se présenta comme docteur, Béatrice Cordier. Son sourire était accueillant, mais ses yeux avaient quelque chose de calculateur qu'Hélène, dans d'autres circonstances, aurait immédiatement remarqué. « Mademoiselle Mercier », dit la femme, surprenant Hélène en utilisant son nom de famille. « Je représente une organisation qui peut vous aider à retrouver votre dignité. » Hélène hésita. Des années d'expérience en tant qu'avocate l'avaient rendue méfiante envers les offres apparemment trop généreuses. Mais quand Béatrice mentionna une clinique de fertilité haut de gamme et un projet philanthropique dirigé par un milliardaire connu, quelque chose s'agita en elle. Ce n'était pas seulement la promesse d'un toit au-dessus de sa tête ou de repas réguliers, c'était la possibilité d'une reconstruction. « Pourquoi moi ?» demanda Hélène, sa voix rauque par manque d'usage. « Parce que nous croyons en votre potentiel de transformation », répondit Béatrice, lui tendant une carte avec une adresse imprimée en lettres dorées. « Et parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Ce qu'Hélène ne remarqua pas à ce moment-là, c'était l'éclat de satisfaction dans les yeux de Béatrice lorsqu'elle prit la carte. Elle ne remarqua pas le discret signe de tête que la femme fit à une voiture noire, garée de l'autre côté de la rue. Elle ne se rendit pas compte que cette rencontre fortuite avait été méticuleusement planifiée, tout comme chaque détail de sa chute. En marchant vers l'adresse indiquée, Hélène serra la chaîne en argent entre ses doigts, cherchant de la force dans les mots gravés par sa mère. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit marquerait seulement le début d'une intrigue bien plus vaste que sa propre histoire, une intrigue qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. La clinique où Hélène fut reçue ne ressemblait en rien aux institutions caritatives qu'elle connaissait. Le marbre italien au sol reflétait la douce lumière des lustres en cristal, et la climatisation diffusait un discret parfum de lavande dans l'environnement. C'était comme si elle avait été transportée dans un autre monde, un monde qui, il y a quelques mois, faisait encore partie de sa réalité. Après une série d'examens préliminaires et d'entretiens, avec une équipe médicale impeccablement vêtue, Hélène fut présentée à Antoine Montfort, le milliardaire reclus qui finançait le projet. Grand, avec des cheveux grisonnants, hauts, tempes et un regard pénétrant, Montfort avait une présence qui commandait un respect immédiat. « Mademoiselle Mercier »,
Sa voix était grave et contrôlée. « Je ne vous offre pas de la charité. Je vous propose un partenariat scientifique qui peut changer des vies. » Le projet, expliqua-t-il, était une initiative révolutionnaire en matière de fertilité assistée, axée sur les femmes en situation de vulnérabilité. Les participantes recevraient non seulement un traitement médical de pointe, mais aussi l'opportunité de reconstruire leur vie dans un environnement sûr et contrôlé, son manoir privé dans un village éloigné. « Pourquoi votre manoir ?» Tiens, demanda Hélène, son instinct d'avocate toujours actif malgré les circonstances. « Intimité et sécurité, » répondit-il sans hésiter. « Le projet doit être protégé des regards curieux et des intérêts commerciaux. » Une semaine. Plus tard, Hélène se retrouva à franchir les imposantes portes de la propriété Montfort. Le manoir était une construction majestueuse du XIXe siècle, entouré de jardins méticuleusement entretenus et protégé par un système de sécurité ultramoderne qui contrastait avec son architecture classique. Sophie, la gouvernante, une dame d'apparence sévère mais aux gestes doux, lui montra ses appartements. Une chambre plus grande que son ancien appartement, décorée avec une élégance discrète. « Monsieur Montfort espère que vous vous sentirez chez vous, » dit Sophie, mais quelque chose dans son ton suggérait un avertissement voilé. Dans les jours qui suivirent, Hélène commença à remarquer des schémas étranges dans la routine du manoir. Certaines zones étaient complètement interdites, notamment la mystérieuse aile est, qui restait constamment verrouillée. Le personnel parlait à voix basse et évitait certains sujets, notamment toute mention d'Isabelle, l'épouse disparue de Montfort. Au cours d'un dîner particulièrement silencieux, Hélène tenta d'aborder le sujet. « Monsieur, vivez-vous seul depuis longtemps ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Le silence qui suivit était suffisamment dense pour être coupé au couteau. Montfort posa ses couverts avec une précision étudiée. « Ma femme nous a quittés il y a 5 ans, » répondit-il sèchement, et le sujet mourut là. Mais ce fut Sophie qui, par inadvertance, fournit le premier indice réel. En apportant des serviettes propres dans la chambre d'Hélène, elle laissa tomber un vieux dossier. Des photographies se répandirent sur le sol, parmi elles, une d'Isabelle Montfort. Ce qui attira l'attention d'Hélène, ce n'était pas seulement la beauté de la femme, mais la chaîne qu'elle portait, identique à la sienne, avec la même inscription. Cette nuit-là, allongée dans son lit luxueux, Hélène ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Les coïncidences commençaient à s'accumuler de manière troublante. Pourquoi avait-elle été choisie? Pourquoi Montfort insistait-il pour la garder, elle et les autres participantes du projet, isolées du monde extérieur? Et pourquoi Sophie avait-elle pâli quand Hélène avait mentionné la chaîne de sa mère pendant le petit déjeuner? Le bruit de pas dans le couloir la tira de ses pensées. Il était tard dans la nuit, et les lumières de l'aile est, normalement éteintes, étaient allumées. Par l'entrebâillement de sa porte, Hélène vit Montfort marcher rapidement, suivi par un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, grand, avec des traits similaires à ceux du milliardaire, mais avec une expression plus dure, plus calculatrice. « L'expérience progresse comme prévu, » entendit Hélène l'homme dire, « mais nous devons accélérer le processus. »« Je ne vais pas risquer leur sécurité, » répondit Montfort, sa voix tendue. « Tu n'es pas en position d'exiger quoi? »« Que ce soit, mon frère. » Et ne fut la réponse qu'Hélène entendit avant que les voix ne se perdent dans le couloir. Les jours au manoir Montfort commencèrent à prendre un poids différent pour Hélène. Chaque sourire cordial d'Antoine, chaque regard calculateur de Victor, chaque hésitation de Sophie portait maintenant de nouvelles significations. Le luxe qui semblait auparavant accueillant commença à l'étouffer, comme une cage dorée soigneusement construite. Lors d'une de ses consultations régulières, Hélène rencontra Dr Marine Sauveterre, une généticienne récemment arrivée dans l'équipe. Contrairement aux autres professionnels, Marine semblait véritablement préoccupée par le bien-être des participantes au projet. « Quelque chose ne va pas ici », chuchota Marine pendant un examen, faisant semblant d'ajuster des équipements. « Les protocoles que nous suivons sont trop expérimentaux. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. « Quel genre d'expérience ?»« Manipulation génétique avancée », répondit Marine, sa voix à peine audible. « Nous créons quelque chose qui va au-delà de la fécondation in vitro traditionnelle. » Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, Victor entra dans la salle d'examen. Marine reporta immédiatement son attention sur les moniteurs,
mais Hélène remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, incapable de dormir, Hélène décida qu'elle devait accéder à l'aile Est. Les paroles de Marine résonnaient dans son esprit, se mêlant aux découvertes sur l'implication de ses parents, avec les Montfort. Sophie, percevant son inquiétude, apparut dans sa chambre avec une tasse de thé. « Ce soir, murmura-t-elle, en arrangeant les rideaux. Minuit. La sécurité fait une pause de 15 minutes pour le changement de garde. » Hélène attendit anxieusement jusqu'à l'heure convenue. Lorsque l'horloge marqua minuit, elle glissa silencieusement dans les couloirs sombres du manoir. Sophie l'attendait près de l'entrée de l'aile Est, tenant une carte d'accès. « Soyez prudente, » avertit Sophie. « Certains secrets sont trop dangereux. » L'aile Est était un complexe de laboratoires ultramodernes, un contraste saisissant avec l'architecture classique du reste du manoir. Dans l'une des salles, Hélène trouva des fichiers numériques sur chacune des participantes au projet. Son dossier contenait des informations remontant à des années, analyse d'ADN, profil psychologique, historique familial complet. Dans une autre salle, des réservoirs cryogéniques s'alignaient sur les murs. Chacun contenait des embryons soigneusement préservés, mais ce qui attira son attention fut une marque spécifique sur certains des conteneurs. Projet Phénix. Un bruit dans le couloir la fit se cacher rapidement derrière l'un des grands. Équipement. Victor et un groupe de scientifiques passèrent, discutant avec animation. « L'ADN de la candidate Mercier est parfait », entendit Hélène Victor dire. « La combinaison avec les marqueurs génétiques que nous avons développés, c'est exactement ce dont nous avions besoin. » « Mais qu'en est-il des effets secondaires ?» demanda une voix féminine qu'Hélène reconnut comme étant celle de Marine. « Sans importance, » trancha Victor. « Le projet doit avancer. Mon frère a déjà investi trop de temps là-dedans pour faire marche arrière maintenant. » Lorsque le groupe s'éloigna, Hélène en profita pour enquêter davantage. Sur un ordinateur déverrouillé, elle trouva un dossier marqué « Projet Phénix phase 1 ». Les fichiers contenaient des vidéos d'Isabelle Montfort, l'épouse disparue, lors de séances qui semblaient être des expériences médicales. Dans l'une des vidéos, Isabelle apparaissait visiblement perturbée. « Tu ne peux pas continuer avec ça, Victor », disait-elle, sa voix tremblante. « Ce que tu fais, c'est inhumain. Antoine doit connaître la vérité. » La vidéo s'arrêtait brusquement, mais c'était suffisant pour qu'Hélène commence à faire le lien. Isabelle n'avait pas simplement disparu. Elle avait découvert quelque chose sur les expériences de Victor et avait essayé de l'arrêter. Soudain, les lumières du laboratoire s'allumèrent. Hélène sentit son cœur s'arrêter un instant. Des pas s'approchaient et elle savait qu'elle était sur le point de découvrir si ses instincts concernant les Montfort étaient corrects. D'un mouvement rapide et silencieux, Hélène se cacha derrière l'une des grandes armoires réfrigérées du laboratoire. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne puisse être entendu. Antoine Montfort entra dans la pièce, suivi de Victor et de 2 gardes de sécurité. Les résultats sont prometteurs, Antoine, disait Victor, faisant des gestes en direction des moniteurs. L'ADN de Mademoiselle Mercier est exceptionnellement compatible avec nos modifications. Dans quelques semaines, nous pourrons commencer la phase finale. Antoine semblait troublé. Et les risques ? Je ne veux pas que quelque chose leur arrive. Ce qui est arrivé à Isabelle est déjà suffisant. Isabelle était faible, coupa brusquement Victor. Elle n'a pas compris la grandeur de ce que nous créions. Mais maintenant, avec l'ADN de Mademoiselle Mercier, nous pouvons enfin atteindre ce dont nous avons toujours rêvé. Hélène observait l'interaction, son esprit traitant rapidement chaque mot. La façon dont Victor parlait d'Isabelle suggérait qu'il savait exactement ce qui lui était arrivé. Et maintenant, Hélène était au centre de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Les autres candidates ont également présenté des résultats positifs, a poursuivi Victor se déplaçant dans la pièce. Mais Hélène, elle a quelque chose de spécial dans son code génétique, une résistance naturelle qui pourrait être la clé de tout. Antoine s'approcha de l'un des réservoirs cryogéniques, son reflet déformé dans le métal poli. Parfois, je me demande si tout ce projet n'est pas une erreur, si nous n'allons pas trop loin. Trop loin ? Victor rit sans humour. Mon frère, nous créons l'avenir. Pense aux possibilités. Un être humain génétiquement amélioré, exempt de maladie, avec des capacités au-delà de la normale.
Et tout cela grâce à notre travail. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas seulement un projet de fertilité, c'était une tentative de manipulation génétique à grande échelle, utilisant des femmes vulnérables comme cobayes sans leur connaissance ou leur consentement. À ce moment, l'un des gardes remarqua quelque chose d'étrange près de l'ordinateur qu'Hélène avait utilisé. « Monsieur, quelqu'un a été ici récemment. Le système montre une activité dans les dernières minutes. » Victor devint immédiatement alerte. « Fouillez tout. Personne ne doit découvrir ce qui se passe ici. Pas maintenant que nous sommes si proches. » Hélène retint sa respiration, tandis que les gardes commençaient à vérifier chaque recoin du laboratoire. C'est alors qu'une explosion d'alarme retentit dans une autre aile du manoir, détournant l'attention de tous. « C'est le secteur B !» cria l'un des gardes. « Il y a eu une défaillance dans les systèmes de confinement. » Victor jura doucement. « Antoine, nous devons y aller, maintenant. » Lorsque tous sortirent précipitamment de la salle, Hélène attendit quelques secondes avant de bouger. C'est alors qu'elle remarqua Sophie, debout à la porte, avec une petite télécommande à la main. « J'ai activé la fausse alarme, » chuchota la gouvernante. « Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Venez avec moi. » En suivant Sophie dans les couloirs sombres, Hélène remarqua que la chaîne à son cou, le dernier souvenir de sa mère, s'était accrochée à quelque chose et s'était cassée, tombant quelque part dans le laboratoire. Elle voulut se retourner la chercher, mais Sophie l'en empêcha. « Il n'y a pas le temps, » insista la gouvernante. « Il y a quelque chose que vous devez voir avant qu'il ne soit trop tard. » Sophie la conduisit par un passage étroit qu'Hélène n'avait jamais remarqué auparavant, caché derrière une bibliothèque dans la bibliothèque. Le couloir se terminait dans une petite salle remplie de moniteurs et d'équipements anciens. C'était le bureau privé d'Isabelle, expliqua Sophie, tapant rapidement sur l'un des ordinateurs. Elle a tout documenté. Chaque expérience, chaque test, chaque violation éthique, y compris. Sophie hésita, ses doigts flottant au-dessus du clavier. « Y compris quoi ?» pressa Hélène. « La véritable raison pour laquelle vous avez été choisie, » répondit Sophie, tournant l'écran de l'ordinateur pour qu'Hélène puisse voir. « Votre mère n'était pas seulement une conseillère juridique. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Victor Montfort a tout fait pour dissimuler. » Sur l'écran, une vidéo commença à être lue. C'était Isabelle Montfort, enregistrée apparemment peu avant sa disparition. Et ses premiers mots firent geler le sang d'Hélène. « Si vous regardez ceci, Hélène, cela signifie que nous avons réussi à vous amener jusqu'ici et qu'il est temps pour vous de connaître la vérité sur vos parents. » Le visage d'Isabelle. Montfort remplissait l'écran de l'ordinateur, ses yeux reflétant un mélange de détermination et de peur. Hélène sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer sur la table en écoutant le message qui avait été gardé si longtemps. « Votre ADN n'est pas spécial par hasard, » continuait Isabelle dans la vidéo. « Votre mère a participé aux premières CISA, expérience du projet Phoenix, il y a plus de 30 ans. Elle était l'une des scientifiques originales, travaillant aux côtés de Victor. Mais quand elle a découvert ses véritables objectifs, elle a essayé de détruire toutes les recherches. » Hélène sentit le monde tourner autour d'elle. Sa mère, la juriste respectée qu'elle connaissait, avait été une scientifique. Comment était-ce possible? Victor était obsédé par la création d'une lignée génétique supérieure, expliquait Isabelle. Pas seulement exempte de maladies, mais avec des capacités augmentées. Votre mère a réalisé que les expériences étaient au contraire à l'éthique et potentiellement dangereuses. Elle et votre père ont commencé à rassembler des preuves pour tout exposer. Sophie, qui observait la réaction d'Hélène, compléta doucement « C'est pourquoi ». Ils devaient être réduits au silence. Dans la vidéo, Isabelle continuait « J'ai réussi à cacher une partie des recherches originales. Elles sont dans un compartiment secret dans cette pièce, avec toutes les preuves que vos parents ont rassemblées. Victor ne l'a jamais su. Il pense avoir tout détruit. » Hélène regarda Sophie qui se déplaçait déjà vers un panneau sur le mur. Avec un clic, une petite porte s'ouvrit, révélant un vieux dossier et un disque dur externe. « Mais pourquoi m'avoir amené ici maintenant ?» demanda Hélène, sa voix tremblante. « Pourquoi ne pas m'avoir tout dit avant ?»« Parce que vous êtes enceinte, » répondit Sophie, sa voix chargée d'inquiétude. « Les derniers examens l'ont confirmé.
et votre bébé porte les modifications génétiques que Victor recherchait tant. Hélène porta instinctivement sa main à son ventre. Comment n'avait-elle pas remarqué avant? Les nausées matinales qu'elle attribuait au stress, la fatigue constante. Victor a tout planifié, poursuivit Sophie. Il savait que l'ADN modifié de votre mère vous avait été transmis. Il avait juste besoin des bonnes conditions pour activer certaines séquences génétiques. Le traitement de fertilité n'était qu'une façade pour manipuler votre code génétique et créer quelque chose de nouveau. Dans la vidéo, Isabelle faisait sa dernière révélation. Antoine ne sait pas tout. Victor le maintient partiellement dans l'ignorance, manipulant sa culpabilité concernant ma disparition. Mais je n'ai pas disparu, Hélène. Je suis vivante, cachée, essayant d'empêcher Victor de réaliser ses plans. Hélène arrivait à peine à traiter toutes ces informations. Sa vie entière avait fait partie d'une expérience élaborée. Ses parents n'étaient pas morts dans un simple accident. Et maintenant, elle portait dans son ventre quelque chose que Victor Montfort planifiait depuis des décennies. « Nous devons vous faire sortir d'ici », dit Sophie avec urgence. « Victor ne doit pas savoir que vous avez découvert la vérité. Pas maintenant que vous êtes enceinte. » Un bruit dans le couloir les fit se figer. Des pas s'approchaient rapidement. « Vite !» chuchota Sophie, remettant le dossier et le disque dur à Hélène. « Il y a une sortie d'urgence derrière cette étagère. Elle mène à l'arrière de la propriété. Je vais essayer de les retarder. »« Venez avec moi » implora Hélène. Sophie secoua la tête. « Je ne peux pas. J'ai promis à votre mère que je prendrai soin de vous quand le moment viendrait. Et maintenant, je dois m'assurer que vous vous échappiez. » Les pas se rapprochèrent de plus en plus. Hélène serra rapidement Sophie dans ses bras et courut vers l'étagère, qui glissa silencieusement, révélant un passage sombre. Avant d'entrer, elle jeta un dernier regard à la gouvernante. « Sophie, où est Isabelle ?»« Cherchez la clinique Sainte-Claire dans les montagnes. Demandez le docteur Sarah Martinez. » C'était le nom qu'Isabelle utilisait, avant que tout cela ne commence. L'étagère se referma, laissant Hélène dans l'obscurité du passage secret, avec seulement le son de sa respiration haletante et le poids des révélations qu'elle venait de recevoir. Son avenir, et celui de son bébé pas encore né, dépendèrent maintenant de ses prochaines décisions. Le passage secret était étroit et humide, éclairé seulement par la faible lumière du téléphone portable d'Hélène. Ses pas résonnaient, légèrement tandis qu'elle avançait, essayant de maintenir l'équilibre entre la hâte nécessaire et la prudence pour ne pas faire de bruit. Le disque dur et le dossier contenant les preuves pesaient dans son sac improvisé, lui rappelant constamment ce qui était en jeu. À chaque pas, son esprit traitait les révélations récentes. Sa mère, une scientifique déguisée en avocate. Le projet secret qui avait coûté la vie à ses parents. Isabelle Montfort, vivante et cachée. Et maintenant, une grossesse qui n'était pas seulement une grossesse, c'était l'aboutissement de décennies de manipulation génétique. Le tunnel commença à monter légèrement, et Hélène sentit l'air devenir plus frais. Après ce qui sembla une éternité, elle trouva une porte métallique rouillée. Avec effort, elle réussit à l'ouvrir, émergeant au milieu d'arbustes denses à l'arrière de la propriété. La nuit était claire, avec une pleine lune qui rendait sa fuite plus risquée. S'accroupissant dans les ombres, Hélène observa les modèles des rondes des gardes qu'elle avait tant étudiés pendant ses jours au manoir. Elle attendit le bon moment et commença à se déplacer vers le mur du fond. C'est alors qu'elle entendit les sirènes. Des lumières rouges commencèrent à clignoter dans toute la propriété. « Attention !» La voix de Victor retentit dans les haut-parleurs. La participante Hélène Mercier a quitté sa zone désignée. Elle est confuse et peut représenter un risque pour elle-même et pour le projet. Trouvez-la. Utilisez la force minimale nécessaire. Hélène sentit un frisson. Risque pour le projet, pas pour elle-même. C'est ainsi que Victor la voyait, juste comme un cobaye dans sa grande expérience. Profitant de la confusion initiale, elle réussit à atteindre un point du mur où les caméras avaient un angle mort, un autre détail qu'elle avait mémorisé pendant ses observations. Avec difficulté, elle commença à escalader, utilisant les vieilles vignes comme support. De l'autre côté du mur, la forêt dense offrait à la fois protection et danger. Hélène savait qu'elle devait garder le nord comme référence pour atteindre la route principale, mais la végétation dense rendait l'orientation difficile. Alors qu'elle avançait dans les bois,
Elle entendit les aboiements des chiens de recherche. Victor n'épargnerait aucun effort pour la retrouver. Après tout, elle portait le résultat de décennies de recherche dans son ventre. C'est alors que son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Suivez le ruisseau à votre gauche. Il y a une voiture qui vous attend à 5 km au nord. La clé est sous le tapis. SM. SM. Sarah Martinez. Isabelle Montfort. » Une lueur d'espoir au milieu du chaos. Hélène trouva le ruisseau et commença à le suivre, essayant de rester près de l'eau pour masquer son odeur des chiens. À chaque bruit de la forêt, son cœur s'emballait. Chaque ombre pouvait être un garde, chaque mouvement dans les arbres pouvait être une menace. Après presque 2 heures de marche épuisante, elle vit les faibles lumières d'une vieille voiture garée sur un chemin de terre. Elle s'approcha avec prudence, toujours à l'affût de pièges éventuels. Mais le véhicule était exactement comme promis, et la clé cachée sous le tapis du conducteur. Quand elle démarra la voiture, elle trouva un GPS déjà programmé et une enveloppe sur le siège passager. À l'intérieur, il y avait de l'argent, de faux documents et une note manuscrite. « Hélène, rendez-vous à la clinique Sainte-Claire. N'utilisez pas de carte de crédit. N'appelez personne que vous connaissiez. Ils surveilleront tout. À votre arrivée, demandez le docteur Sarah. Elle saura quoi faire. Et Hélène. Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Votre mère était une femme extraordinaire qui a donné sa vie en essayant d'empêcher cette folie. Maintenant, vous portez non seulement son héritage, mais aussi l'espoir de révéler la vérité. Conduisez prudemment. Isabelle. » Le bruit lointain d'hélicoptère la fit accélérer. Tandis qu'elle conduisait sur la route sombre, Hélène ne put s'empêcher de porter une main à son ventre. Qu'avait fait Victor à son bébé? Quel genre de modification génétique avait-il introduite? Et plus important encore, y avait-il un moyen de les inverser? La route devant elle serpentait à travers la montagne, disparaissant dans l'obscurité. Quelque part dans cette direction se trouvait Isabelle Montfort, la femme que tous croyaient morte, la seule qui pourrait peut-être l'aider à comprendre ce qui se passait avec son corps et son bébé. Dans le rétroviseur, les lumières du manoir Montfort s'éloignaient de plus en plus, mais Hélène savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Victor n'abandonnerait pas facilement des décennies de recherche. Et quelque part dans toute cette histoire, Antoine Montfort devrait choisir un camp, celui de son frère manipulateur ou celui de l'épouse qu'il pensait avoir perdue. La clinique. Sainte-Claire était un petit complexe médical, discrètement niché entre les montagnes, à environ 200 km du manoir Montfort. Après 3 jours de voyage prudent, changeant plusieurs fois de direction pour brouiller d'éventuels poursuivants, Hélène arriva enfin à destination. L'endroit n'avait pas le luxe ostentatoire du manoir Montfort, mais dégageait une sensation d'accueil authentique. Les jardins bien entretenus et l'architecture modeste contrastaient avec les équipements médicaux de pointe qu'Hélène pouvait apercevoir à travers les fenêtres. « Je cherche le docteur Sarah Martinez », dit Hélène à la réceptionniste, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. La femme l'étudia un moment avant de passer un appel silencieux. Quelques minutes plus tard, une médecin d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au regard pénétrant, apparut dans le hall. Hélène reconnut immédiatement ce regard. C'était le même qu'elle avait vu tant de fois sur les photos d'Isabelle Montfort. « Venez avec moi », dit simplement la médecin. Hélène la suivit à travers des couloirs silencieux jusqu'à une salle privée, décorée avec simplicité mais équipée de technologies modernes. Dès que la porte se ferma, la médecin se tourna vers elle avec une expression qui mêlait soulagement et inquiétude. « Vous ressemblez beaucoup à votre mère », furent ses premiers mots. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Isabelle ?» La femme acquiesça et Hélène put enfin voir à travers le déguisement les traits délicats que montraient. Les anciennes photos étaient toujours là, juste adoucies par le temps et l'expérience. « Asseyez-vous », Isabelle indiqua un fauteuil. « Nous avons beaucoup à discuter et votre état nécessite des soins particuliers. »« Mon bébé », commença Hélène, la main instinctivement posée sur son ventre. « Qu'a fait Victor ?» Isabelle soupira profondément. Victor a toujours été brillant, mais son génie est entaché par l'obsession. Il a découvert un moyen d'activer certaines séquences génétiques dormantes, des séquences que votre mère a aidé à créer avant de découvrir ses véritables plans. Quelles séquences ?
Des gènes qui, théoriquement, pourraient augmenter les capacités humaines, force, endurance, intelligence. Mais les modifications sont instables. Toutes les tentatives précédentes. Isabelle hésita. Disons qu'elles ne se sont pas bien terminées. Hélène sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Et mon bébé? C'est différent. Isabelle alluma un moniteur qui montrait des séquences d'ADN complexes. Votre ADN, hérité de votre mère, possède une stabilité unique. Victor a passé des années à l'étudier, attendant le bon moment. Quand il a su que vous étiez enceinte, il a activé les modifications, compléta Hélène, comprenant l'étendue du plan. Oui, mais il y a quelque chose qu'il ignore. Isabelle tapa quelques commandes, révélant plus de données génétiques. Votre mère n'a pas seulement créé les séquences, elle a également développé un moyen de les neutraliser. C'est pourquoi nous avions besoin que vous arriviez jusqu'ici. Un léger bruit de coups à la porte interrompit la conversation. Une infirmière entra rapidement, remettant une tablette à Isabelle avant de sortir. Victor déplace ses pions, dit Isabelle, montrant à Hélène des images satellites. Il a des équipes qui fouillent toutes les cliniques dans un rayon de 300 km du manoir. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Le traitement pour neutraliser les modifications génétiques prendra quelques semaines et nous devons commencer immédiatement. Isabelle fit une pause, ses yeux fixés sur Hélène. Mais il y a un risque. Le processus n'a jamais été testé sur une femme enceinte. Hélène sentit le poids de cette information. C'était un choix impossible. Maintenir les modifications génétiques que Victor avait forcées sur son bébé ou risquer une procédure expérimentale pour les inverser. Il y a autre chose que vous devez savoir, continua Isabelle, sa voix s'adoucissant. Antoine n'est pas l'homme que vous avez connu au manoir. Victor le maintient sous contrôle par des drogues depuis des années, depuis ma prétendue disparition. Il est autant une victime que nous. Hélène traita l'information, se rappelant les moments de lucidité d'Antoine, quand il remettait en question les méthodes de son frère. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?»« Parce qu'Antoine est en route, » répondit Isabelle, montrant un message sur son téléphone. « Il a découvert la vérité sur Victor, sur moi, sur tout. Et maintenant, nous devons décider rapidement. Êtes-vous prête à commencer le traitement avant que Victor ne nous trouve ?» Hélène regarda par la fenêtre, observant les montagnes qui entouraient la clinique. Quelque part là-bas, Victor, Montfort se rapprochait, déterminé à récupérer ce qu'il considérait comme sa plus grande réussite scientifique. En même temps, Antoine venait non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui s'était enfin réveillé d'un long cauchemar. Sa main caressa doucement son ventre, sentant le petit mouvement qu'elle y percevait pour la première fois. Son bébé, son choix, son avenir. Les premiers rayons du soleil commençaient à apparaître derrière les montagnes quand Hélène prit sa décision. « Commençons le traitement, » dit-elle avec fermeté, affrontant le regard d'Isabelle. « Je ne peux pas permettre que mon enfant fasse partie de l'expérience de Victor. » Isabelle acquiesça, commençant immédiatement les préparatifs. La clinique, qui semblait tranquille quelques instants auparavant, se transforma en un centre d'activités contrôlées et précises. Des équipements furent préparés, des examens préliminaires furent réalisés et une équipe spécialisée fut mobilisée. Le traitement sera divisé en 3 phases, expliqua Isabelle tout en préparant. Une série de solutions dans un laboratoire spécial. D'abord, nous devons stabiliser les modifications existantes pour pouvoir les cartographier complètement. Ensuite, nous introduirons les agents neutralisants que votre mère a développés. Enfin, une période d'observation pour s'assurer que toutes les altérations ont été inversées en toute sécurité. Hélène observait chaque mouvement avec attention, assimilant encore comment sa mère, qu'elle avait toujours connue comme une brillante avocate, avait en réalité été une scientifique génétique révolutionnaire. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Pour vous protéger, répondit Isabelle, vérifiant des moniteurs complexes. Moins vous en saviez, plus vous seriez en sécurité. Du moins, c'est ce que nous pensions. Une alarme discrète retentit sur l'ordinateur principal. Isabelle vérifia rapidement les caméras de sécurité. « Antoine est arrivé », annonça-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'émotions. « Et d'après ce que je peux voir, il est venu seul. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Pouvons-nous lui faire confiance ?»« Nous allons le découvrir », répondit Isabelle, ajustant son apparence de docteur Sarah Martinez. « Marine, mon assistante, de confiance, va le conduire ici par un chemin sûr. Pendant ce temps,
Nous devons commencer la première phase de votre traitement. » Pendant qu'Isabelle préparait la procédure initiale, Hélène pouvait entendre des pas s'approcher dans le couloir. La porte s'ouvrit et Antoine Montfort entra dans la salle. Son visage montrait des signes évidents d'épuisement et d'angoisse, mais ses yeux étaient différents, plus clairs, plus concentrés qu'Hélène ne se souvenait de les avoir vus. Au manoir. « Mon Dieu, Isabelle !» murmura-t-il en voyant son épouse, ses jambes fléchissant légèrement. Toutes ces années, Isabelle maintint une contenance professionnelle, bien qu'Hélène pût voir ses mains trembler légèrement. « Antoine, nous avons besoin de ton aide, Victor. »« Je sais, » l'interrompit-il, sa voix chargée de culpabilité et de détermination. « Je sais tout maintenant, les drogues qu'il me donnait, déguisées en médicaments contre la dépression. Quand j'ai arrêté de les prendre il y a une semaine, les souvenirs ont commencé à revenir. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il a fait aux parents d'Hélène, à toutes ces femmes. » Antoine s'approcha d'Hélène, ses yeux pleins de remords. « Pardonnez-moi, j'aurais dû m'en rendre compte, j'aurais dû l'arrêter. »« Il n'y a pas de temps pour ça maintenant, » coupa Isabelle, reportant son attention sur les moniteurs. « Victor a-t-il découvert ton absence? »« Oui, mais il croit que je cherche Hélène de mon propre chef. Je nous ai acheté quelques heures, tout au plus. Il a des équipes qui se déplacent dans toutes les directions. » Une nouvelle alarme retentit, cette fois plus urgente. Marine entra précipitamment dans la salle. « Docteur Martinez, nous avons détecté des mouvements suspects sur les routes secondaires. 3 véhicules s'approchent par l'ouest. »« Victor, » murmura Antoine. « Il a dû me suivre. » Isabelle commença rapidement à taper des commandes sur plusieurs ordinateurs. « Hélène, nous devons commencer maintenant. Antoine, tu dois prendre une décision. Tu restes avec nous ou tu retournes distraire Victor ?» Antoine regarda longuement l'épouse qu'il pensait avoir perdue, Hélène qui portait le résultat des années de manipulation de son frère et les moniteurs qui montraient les véhicules s'approchant. « Je ne vais pas fuir cette fois, » dit-il avec fermeté. « Mais je dois gagner du temps pour vous. Victor me fait encore confiance, ou du moins pense qu'il peut me contrôler. Je peux le convaincre qu'Hélène n'est pas ici, le diriger vers une autre région. » Isabelle hésita un moment, visiblement partagée entre la nécessité stratégique et la peur de perdre à nouveau son mari. « Antoine, cette fois ce sera différent, » assura-t-il, s'approchant d'elle. « Maintenant, je connais la vérité. Et quand tout cela sera terminé, nous aurons le temps de rattraper les années perdues. » Hélène observait l'interaction du couple pendant que l'équipe médicale commençait à la préparer pour la procédure. L'amour entre eux, même après tant d'années de séparation forcée, était palpable et douloureux à observer. « Prenez soin d'elle, » demanda Antoine à Isabelle, faisant référence à Hélène. « Et de l'enfant. Ne laissez pas le travail de la vie de Victor détruire une autre famille. » Avec un dernier regard à son épouse, Antoine quitta rapidement la salle. Isabelle respira profondément, se recomposant et reporta toute son attention sur Hélène et le traitement qu'il devait commencer. « Prête ?» demanda-t-elle, tenant la main d'Hélène. Hélène acquiesça, s'allongeant sur la table préparée. Tandis que l'équipe lançait la procédure, elle ne put s'empêcher de penser à comment tant de vies avaient été entrelacées par le destin et par l'obsession d'un homme. Maintenant, dans cette clinique dans les montagnes, toutes ces histoires convergeaient vers un moment décisif. Le traitement initial fut intense. Hélène sentait chaque cellule de son corps réagir aux substances introduites dans son système. Les moniteurs autour d'elle enregistraient des dizaines de paramètres différents, tous soigneusement observés par Isabelle et son équipe. « Les marqueurs répondent », annonça Isabelle, étudiant les lectures. « L'ADN modifié commence à se stabiliser. Maintenant, nous pouvons cartographier précisément les altérations que Victor a introduites. » Marine, surveillant les caméras de sécurité, tenait tout le monde informé de la situation extérieure. Antoine avait réussi à intercepter les équipes de Victor, les redirigeant vers une fausse piste au nord. Mais tous savaient que ce n'était qu'une question de temps avant que Victor ne réalise la supercherie. Pendant une pause dans le traitement, alors que son corps s'ajustait aux premières interventions, Hélène eut enfin l'occasion d'examiner les documents qu'elle avait apportés du manoir. Le disque dur externe contenait des années de recherche, incluant des vidéos d'expériences antérieures qui lui retournèrent l'estomac. « Victor n'a pas commencé avec des femmes enceintes », expliqua Isabelle, observant les réactions d'Hélène au fichier. Au début, c'était juste des tentatives d'amélioration génétique chez les adultes, mais les résultats étaient toujours instables.
C'est votre mère qui a découvert que les modifications devaient être introduites pendant la gestation pour avoir une chance de succès. Et quand elle a réalisé les véritables plans de Victor, elle a essayé de tout détruire, compléta Isabelle. Mais Victor avait déjà fait des copies, gardé des échantillons. Il avait juste besoin d'attendre le bon moment. Une femme enceinte avec l'ADN spécifique que votre mère avait cartographié. Une alarme retentit à nouveau, cette fois plus urgente. Marine entra en courant dans la salle. « Docteur Martinez, nous avons intercepté une transmission. Victor a découvert la supercherie. Il vient personnellement ici et... » Elle hésita. « Il n'est pas seul. Il a amené une équipe médicale complète. » Isabelle pâlit. « Il compte poursuivre l'expérience ici même. » « Combien de temps avant que nous ne terminions le traitement ?» demanda Hélène, sentant son cœur s'accélérer. « La première phase est presque terminée, mais il nous faut encore au moins 6 heures pour la neutralisation complète, » répondit Isabelle, vérifiant les données. « Et nous ne pouvons pas interrompre le processus au milieu. Ce serait trop dangereux pour vous et le bébé. » Hélène essaya de se lever, mais Isabelle l'en empêcha. « Vous devez rester connecté aux équipements. Tout mouvement brusque maintenant pourrait compromettre tout le traitement. » Le téléphone d'Isabelle vibra. Un message d'Antoine. « Victor a tout découvert. Il est furieux. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a des gardes armés. Je suis en route vers la clinique. Restez en sécurité. » Isabelle commença à accélérer les préparatifs pour la deuxième phase du traitement, ses mains se déplaçant avec précision entre équipements et échantillons. Marine lançait les protocoles de sécurité. Verrouillait toutes les entrées, sauf la route d'urgence. Hélène observait le mouvement autour d'elle, se sentant impuissante, attachée aux moniteurs et équipements. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose dans les fichiers qu'elle examinait encore, un détail qui avait échappé à tous. « Isabelle » appela-t-elle, sa voix tremblant d'excitation. « Regardez ça !» Dans les documents les plus anciens, il y avait des notes détaillées de sa mère sur un composant spécifique du traitement, un élément qui pourrait accélérer tout le processus de neutralisation. « Bien sûr !» s'exclama Isabelle, étudiant les notes. « Votre mère avait déjà prévu une situation d'urgence. Avec cette modification du protocole, nous pouvons réduire le temps total à moins de 2 heures. » Un son distant d'hélicoptère parvint jusqu'à eux. Victor approchait, apportant avec lui des années d'obsession et le désespoir de voir son projet le plus important lui échapper. Isabelle commença immédiatement à mettre en œuvre les modifications du traitement, suivant méticuleusement les notes laissées par la mère d'Hélène. Le nouveau cocktail de substances était plus intense, faisant ressentir à Hélène chaque moment de la transformation dans son corps. « Tenez bon », murmura Isabelle, surveillant les signes vitaux d'Hélène et du bébé. « Votre mère a laissé un héritage de protection, pas de destruction. Et maintenant, nous pouvons enfin achever ce qu'elle a commencé. » Par la fenêtre, Hélène pouvait voir le ciel s'assombrir avec l'approche d'un orage, comme si la nature elle-même répondait à la tension du moment. Quelque part là-dehors, Victor Montfort approchait, déterminé à récupérer ce qu'il considérait comme sa plus grande expérience. Mais ici, à l'intérieur, protégée par la science que sa mère avait développée par amour, non par ambition, Hélène se sentait plus forte que jamais. Le bébé bougea à nouveau dans son ventre, plus agité que jamais, comme s'il ressentait les changements qui se produisaient dans son code génétique. Hélène posa sa main sur son ventre, murmurant une promesse silencieuse. Cette fois, le cycle de manipulation et de contrôle serait brisé. Son enfant naîtrait libre des ambitions de Victor Montfort. Le bruit des hélicoptères devenait de plus en plus proche, se mêlant au premier tonnerre de l'orage qui s'approchait. Dans la salle de traitement, Isabelle et son équipe travaillaient avec une précision calculée, mettant en œuvre le protocole accéléré découvert dans les notes de la mère d'Hélène. « Les marqueurs génétiques répondent mieux que prévu », annonça Isabelle, étudiant les résultats en temps réel. « Le bébé est stable et les modifications de Victor sont neutralisées une par une. » Hélène essayait de garder son calme, mais chaque bruit extérieur la faisait tressaillir. Les moniteurs autour d'elle affichaient des dizaines de graphiques et de données, tous convergent pour indiquer le succès du traitement. C'était une course contre la montre, et pour la première fois, il semblait qu'ils étaient en train de gagner. Marine entra précipitamment dans la salle, le visage tendu. 2 hélicoptères ont atterri sur l'héliport d'urgence.
Victor est accompagné d'une équipe de 10 personnes, y compris des gardes armés. Antoine essaie de négocier à l'entrée, mais un bruit sourd lointain interrompit ses paroles. Le son inconfondable de porte forcée. « Combien de temps avons-nous encore besoin ?» demanda Hélène, ressentant une légère contraction. Isabelle vérifia les données. « 40 minutes pour compléter le protocole. Ensuite, nous aurons besoin de 10 minutes supplémentaires pour déconnecter tous les équipements en toute sécurité. »« Nous n'avons pas ce temps, » avertit Marine, montrant les images des caméras de sécurité. Victor et son équipe étaient déjà entrés dans le bâtiment principal et se dirigeaient méthodiquement vers le secteur médical. C'est alors que les lumières vacillèrent, et tous les équipements émirent un avertissement sonore avant de passer sur le système d'alimentation d'urgence. « Il a coupé l'alimentation principale, » dit Isabelle, ses doigts volant sur les claviers. « Mais nous avons des générateurs indépendants. Le traitement ne sera pas interrompu. » Hélène pouvait entendre des voix altérées dans le couloir, Antoine essayant de raisonner Victor, tentant de gagner plus de temps. La voix de Victor, normalement contrôlée et professionnelle, sonnait altérée, presque maniaque. « Tu ne comprends pas, Antoine. » Sa voix résonnait dans les couloirs. « Cette expérience est l'œuvre de toute ma vie. C'est plus grand que nous. »« Tous. »« C'est trop grand, Victor, » répondit Antoine, sa voix ferme. « Trop grand pour être contrôlé. Tu as perdu la perspective de ce qui est juste. » « Juste, juste. » Le rire de Victor était amer. « Nous créons l'avenir de l'humanité et tu parles de ce qui est juste et faux. » Isabelle activa rapidement des protocoles de sécurité supplémentaires, isolant l'aile où il se trouvait. Des portes coupe-feu glissèrent silencieusement en place, créant de multiples barrières entre eux et les intrus. « Marine, » appela Isabelle, « activez le protocole Phénix. » Hélène observa Marine courir vers un panneau apparemment normal sur le mur qui s'ouvrit révélant un système de contrôle complexe. Avec une série de commandes, de nouveaux systèmes de sécurité furent activés. « Qu'est-ce que le protocole Phénix ?» demanda Hélène, ressentant une autre contraction. « Votre mère n'a pas seulement développé le traitement, » expliqua Isabelle, sans quitter des yeux les moniteurs. Elle a également créé des systèmes de protection dans plusieurs installations médicales à travers le pays. Des endroits sûrs, comme celui-ci, où le travail de Victor pourrait être combattu si nécessaire. Un nouveau bruit sourd, plus proche, fit vibrer les équipements. Victor utilisait des équipements lourds pour forcer les portes de sécurité. « Isabelle !» La voix de Victor résonna à travers le système de communication. « Je sais que tu es là. Je sais que tu es avec elle. Tu ne comprends pas. Le bébé est parfait. Les modifications génétiques ont fonctionné exactement comme nous l'avions prévu il y a 30 ans. Nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. » Isabelle appuya sur le bouton du communicateur. « Les modifications sont instables, Victor. Tu le sais. Tous les tests précédents ont échoué. Parce que nous n'avions pas le bon ADN. » La voix de Victor était chargée de frustration. « Mais Hélène, elle a la combinaison parfaite. L'ADN de sa mère, modifié par nous, lui a été transmis de manière stable. Et maintenant, avec les nouvelles altérations que nous avons apportées à l'embryon, »« Tu joues à Dieu, Victor, » interrompit Isabelle. « Et des personnes innocentes sont mortes à cause de ton obsession. » Hélène ressentit une nouvelle contraction, cette fois plus forte. Isabelle remarqua immédiatement le changement sur les moniteurs. « Le stress déclenche le travail, » murmura-t-elle, ajustant rapidement certains paramètres. « Nous devons la maintenir stable pendant encore 20 minutes. » Le bruit de métal forcé se rapprochait de plus en plus. Antoine continuait d'essayer de raisonner son frère, mais il était clair que Victor était au-delà de la raison. « Docteur Montfort », la voix de Marine résonna fermement à travers le communicateur. « Vos équipes ont dû remarquer qu'elles ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable ou radio. Le protocole Phénix inclut un champ d'interférence. En ce moment, vos hommes ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Et bientôt, ils remarqueront que leurs armes électroniques ne fonctionnent pas non plus. » Un son de frustration vint de l'autre côté, suivi d'ordres rapides de Victor à son équipe. Hélène pouvait sentir la tension augmenter à chaque seconde, tandis qu'Isabelle travaillait sans relâche pour compléter le traitement avant que les barrières ne soient brisées. Le bébé bougea à nouveau, plus agité que jamais, comme s'il ressentait la gravité du moment. Hélène ferma les yeux, se concentrant sur les mots gravés sur la chaîne de sa mère. « Résister, c'est renaître. »
Maintenant, plus que jamais, ces mots portaient une signification profonde et vitale. Les minutes passaient avec une lenteur agonisante. Le bruit d'équipements lourds tentant de briser les protections de la clinique résonnait dans les couloirs, tandis qu'Isabelle et son équipe travaillaient frénétiquement pour compléter le traitement d'Hélène. « Plus que 15 minutes !» annonça Isabelle, ses yeux alternant entre les divers moniteurs. « Les modifications génétiques sont presque complètement neutralisées. » Hélène respirait profondément, essayant de contrôler les contractions qui devenaient plus fréquentes. À travers les caméras de sécurité, elle pouvait voir Victor coordonnant son équipe avec une détermination obsessionnelle, tandis qu'Antoine tentait désespérément de le faire reconsidérer. « Victor, regarde-toi !» La voix d'Antoine résonnait à travers le système de communication. « Tu es prêt à envahir une clinique, à menacer des personnes innocentes, tout ça pour une expérience ?»« Innocent ?» rétorqua Victor avec amertume. « Où étaient les innocents quand nos parents sont morts de maladies que nous aurions pu guérir? Où était l'innocence quand la nature nous a rendus faibles et vulnérables? Je crée un avenir où personne n'aura plus à souffrir de ses limitations. » Isabelle appuya sur le bouton du communicateur. « Et combien de vies as-tu détruites? Dans ce processus, Victor, combien de familles as-tu ruinées ?» Un moment de silence suivit ces paroles. Quand Victor parla à nouveau, sa voix était étrangement calme. « Isabelle, ma chère belle-sœur, tu as toujours été trop brillante pour ton propre bien, tout comme la mère d'Hélène. Vous n'avez jamais compris que parfois, le prix du progrès est élevé. » Le prix? Hélène ne put se contenir. « Tu as planifié la chute de ma famille. Tu as manipulé la vie de dizaines de femmes. Ce n'est pas du progrès, Victor, c'est de la cruauté. » Une nouvelle contraction, plus forte que les précédentes, fit fermer les yeux à Hélène. Les moniteurs enregistrèrent immédiatement le changement. « Le travail progresse, » alerta Isabelle. « Nous devons la maintenir stable pendant encore quelques minutes. » Marine, qui surveillait les systèmes de sécurité, laissa échapper une exclamation. « Ils ont trouvé le panneau principal. Ils essayèrent de désactiver le protocole Phoenix. » Isabelle travailla encore plus vite, ses doigts volant sur les commandes. « 10 minutes, nous avons besoin de seulement 10 minutes. » C'est alors qu'Antoine fit quelque chose d'inattendu. Les caméras le montrèrent s'approchant du panneau principal, tapant une série de commandes. « Antoine, que fais-tu » La voix de Victor sonnait alarmée. « Ce que j'aurais dû faire depuis des années, mon frère, » répondit Antoine. « Je reprends le contrôle. » Avec une séquence finale de commandes, Antoine activa de nouveaux protocoles de sécurité. Des portes supplémentaires se fermèrent, isolant Victor de son équipe. « Tu ne peux pas faire ça !» cria Victor. « Je suis ton frère. »« Oui, tu l'es. » La voix d'Antoine était chargée de tristesse. « Et c'est précisément pourquoi je ne peux pas te laisser continuer. » Hélène observait la scène à travers les moniteurs, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Victor était isolé, mais toujours dangereusement proche. « Traitement terminé », annonça finalement Isabelle. « Les modifications génétiques ont été neutralisées. Maintenant, nous devons stabiliser le processus et... » Sa phrase fut interrompue par un son métallique aigu. Victor avait réussi à forcer la dernière porte. « Écartez-vous d'elle », ordonna-t-il en entrant. Dans la salle, ses yeux normalement froids et calculateurs brillaient maintenant d'une intensité presque fébrile. « Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas détruire des décennies de travail. » Isabelle se plaça entre Victor et Hélène. « C'est fini, Victor. Le traitement est complet. L'ADN du bébé est revenu à la normale. »« Normal ?» Victor rit. Amèrement. « Normal est médiocre. Normal est faible. J'ai créé quelque chose d'extraordinaire. »« Tu as créé une abomination. » La voix d'Antoine retentit depuis la porte. Il avait réussi à rejoindre la salle. « Tu as manipulé des vies, détruit des familles, tout au nom d'une obsession malsaine. » Victor se tourna vers son frère, ses yeux se rétrécissant. « Tu es sous l'effet des drogues que je t'ai données. Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Non, Victor, » répondit Antoine calmement. « Pour la première fois depuis des années, je sais exactement ce que je dis, et je sais aussi que je dois faire cela. » D'un mouvement rapide, Antoine activa une dernière commande dans le système. Des alarmes commencèrent à retentir dans toute la clinique. « Protocole de confinement activé », annonça une voix automatisée. « Toutes les recherches seront effacées dans 5 minutes. Sauvegarde physique initialisée pour destruction. » « Non »,
cria Victor, courant vers les ordinateurs. « Tu ne peux pas, c'est des décennies de travail. » « Un travail construit sur la souffrance, » répondit Antoine. « Il est temps d'y mettre fin, mon frère. » Hélène observait la scène tandis qu'Isabelle et Marine commençaient à la déconnecter des équipements. Victor Montfort, le scientifique brillant qui avait consacré sa vie à transcender les limites de la génétique humaine, observait maintenant, impuissant, tandis que son œuvre était méthodiquement détruite. Une contraction particulièrement forte fit gémir Hélène. Le bébé arrivait et cette fois, il arriverait comme la nature. L'avait prévu, sans manipulation, sans modification, juste la perfection d'une nouvelle vie qui commence. Le chaos dans la salle de traitement fut rapidement remplacé par une activité coordonnée lorsqu'Isabelle réalisa que l'accouchement d'Hélène avait réellement commencé. Tandis que les systèmes de la clinique détruisaient méthodiquement des décennies de recherches contraires à l'éthique, une nouvelle vie luttait pour venir au monde. « Préparez la salle d'accouchement », ordonna Isabelle, sa voix professionnelle et ferme. Marine appelait l'équipe obstétricale. Victor restait paralysé devant les ordinateurs, observant, impuissant, tandis que des années de travail disparaissaient sous ses yeux. « Vous ne comprenez pas », murmurait-il sans cesse. « C'était parfait. C'était l'avenir. » Antoine s'approcha de son frère, posant une main sur son épaule. « Non, Victor, c'était une prison que tu as construite autour de nous tous. » Hélène fut rapidement transférée dans la salle d'accouchement, équipée de technologies de pointe qui seraient maintenant utilisées pour leur objectif initial. Amener une nouvelle vie au monde en toute sécurité. Les contractions augmentaient en intensité et en fréquence. « Les signes vitaux du bébé sont parfaits », annonça Isabelle, vérifiant les moniteurs. « Complètement stable. Le traitement a fonctionné exactement comme votre mère l'avait prévu. » Entre les contractions, Hélène put voir à travers la porte ouverte Victor maîtrisé par des agents de sécurité de la clinique, tandis qu'Antoine supervisait la destruction finale des archives. L'homme qui avait manipulé tant de vies semblait maintenant petit, brisé par sa propre ambition. « Hélène, » appela Isabelle, « j'ai besoin que vous vous concentriez maintenant, votre bébé arrive. » Les heures suivantes furent un mélange de douleur, d'attente et d'une force qu'Hélène ne savait pas posséder. L'équipe médicale travaillait avec précision, Isabelle dirigeant chaque étape avec l'expérience de nombreuses années de pratique. « Je vois la tête », annonça Isabelle. « Encore un effort, Hélène. » Avec un dernier cri de détermination, Hélène sentit son bébé venir enfin au monde. Le cri fort et sain remplit la salle, provoquant des larmes de soulagement et de joie. « C'est une fille », dit Isabelle, sa voix émue tandis qu'elle plaçait le bébé sur la poitrine d'Hélène. « Une petite fille parfaitement en bonne santé. » Hélène regarda sa fille, émerveillée par chaque détail de son petit visage. Il n'y avait rien d'artificiel ou de manipulé là, juste la beauté pure et naturelle d'un nouvel être humain. « Sophie », murmura Hélène, choisissant le nom sur le champ. « Sophie Mercier. » Marine, qui venait de revenir dans la salle, sourit, comme la gouvernante qui a aidé à vous sauver toutes les deux. Isabelle réalisa rapidement tous les examens nécessaires, confirmant ce que les équipements indiquaient déjà. Sophie était un bébé complètement sain, sans aucune trace des manipulations génétiques que Victor avait tenté d'implémenter. Antoine apparut à la porte de la salle, ses yeux brillants en voyant le bébé. « Victor est sous garde », informa-t-il doucement. « Des équipes d'enquête sont en route. Toutes les autres femmes qui ont participé au projet seront retrouvées et recevront l'aide nécessaire. »« Et la recherche ?» demanda Hélène, berçant toujours Sophie. « Détruite », confirma Antoine. « Tous les fichiers, tous les échantillons. Le travail de Victor ne pourra pas être reproduit. » Isabelle s'approcha de son mari, se permettant enfin un moment de vulnérabilité. Antoine l'enlaça, des années de séparation forcée se dissolvant dans ce contact. « J'ai cru t'avoir perdu, » murmura-t-il. « Tu ne m'as jamais perdu, » répondit Isabelle. « J'attendais juste le bon moment pour tout réparer. » Hélène observait la scène tout en donnant le sein à Sophie pour la première fois. C'était étrange de penser à comment tout avait commencé. Elle, seule dans les rues, tenant la chaîne de sa mère comme dernier souvenir d'une vie perdue. Maintenant, elle était là, tenant sa fille, entourée de personnes qui étaient devenues bien plus que des alliés. « Elle a vos yeux », commenta Isabelle, reportant son attention sur Hélène et le bébé. « Et je parie qu'elle aura aussi la force de sa mère. » Hélène sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Résister, c'est renaître, »
murmura-t-elle, se rappelant les mots gravés sur la chaîne qu'elle avait perdue. « Ma mère a toujours su que ce jour viendrait. Et elle a tout préparé, » compléta Isabelle. « Le traitement, les protocoles de sécurité, même cette clinique. Elle a veillé à ce que, le moment venu, nous ayons les moyens de protéger sa fille et sa petite-fille. » Sophie bâilla doucement, ses petits doigts s'agrippant aux doigts d'Hélène. À cet instant, toutes les luttes, toutes les découvertes, toute la peur et toute la douleur semblaient avoir un sens. Un cycle de manipulation et de contrôle avait été brisé, et un nouveau cycle de vie, d'amour et de liberté ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis la naissance de Sophie. La clinique Sainte-Claire, autrefois un refuge secret, s'était transformée en un centre de soutien pour les autres femmes affectées par le projet de Victor. Une par une, elles furent localisées et amenées pour recevoir le traitement nécessaire. Hélène, remise de l'accouchement, coordonnait maintenant le département juridique de la clinique, utilisant son expérience d'avocate pour garantir que toutes les victimes reçoivent le soutien légal nécessaire. L'affaire était devenue publique, générant une vague d'enquêtes dans les laboratoires et cliniques de fertilité à travers tout le pays. 3 femmes de plus ont été localisées cette semaine, informa-t-elle Isabelle lors d'une réunion matinale. Sophie dormait paisiblement dans son couffin à côté de la table. Isabelle, qui avait repris sa véritable identité après des années en tant que docteur Sarah Martinez, acquiesça. Elles recevront tout le soutien nécessaire. Antoine s'assure que les ressources de la famille Montfort sont utilisées pour dédommager toutes les victimes. La transformation d'Antoine avait été remarquable. Libéré des drogues que son frère utilisait pour le contrôler, il avait assumé l'entière responsabilité des crimes commis au nom de la famille. Le manoir Montfort avait été converti en un centre de recherche éthique en génétique, axé sur des traitements conventionnels pour les maladies héréditaires. Victor faisait face à un long processus judiciaire. Ses actions avaient affecté des dizaines de vies et les preuves contre lui étaient irréfutables. Plus important encore, son obsession de transcender les limites de la génétique humaine était devenue un avertissement sur les dangers de permettre à l'ambition scientifique de supplanter l'éthique. Un après-midi particulièrement chargé à la clinique, Hélène reçut une visite inattendue. Sophie, maintenant plus âgée et avec le même sourire gentil qu'auparavant, avait voyagé des kilomètres pour lui rendre quelque chose de spécial, la chaîne en argent qu'Hélène avait perdue lors de sa fuite du manoir. « Je l'ai trouvée quand nous nettoyions le laboratoire », expliqua l'ancienne gouvernante, plaçant le délicat bijou dans les mains d'Hélène. « J'ai pensé que vous aimeriez la récupérer, pour la transmettre quand le moment viendra. » Hélène embrassa son ancien allié, des larmes de gratitude dans les yeux. L'inscription « Résister, c'est renaître » brillait comme neuve, un rappel constant de la force qu'elle avait héritée de sa mère. Isabelle et Antoine, qui travaillaient maintenant côte à côte dans l'administration de la clinique, avaient établi des protocoles éthiques rigoureux pour toutes les recherches. L'héritage de terreur de Victor était en train d'être transformé en quelque chose de positif, un engagement inébranlable envers la transparence et la protection des droits humains dans la recherche médicale. Parfois, je me demande, commenta Hélène à Isabelle, alors qu'elles observaient Sophie jouer avec d'autres bébés dans la crèche de la clinique, si ma mère imaginait que tout se terminerait ainsi quand elle a commencé à développer le traitement de neutralisation. Isabelle sourit, ajustant un équipement à proximité. « Votre mère était une visionnaire, Hélène. Elle savait qu'un jour la science aurait besoin de gardiens, des personnes prêtes à garantir que le progrès ne viendrait jamais au détriment de l'humanité. » Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la clinique, illuminant les visages souriants des enfants qui jouaient. Tous, nés libres des manipulations que Victor avait planifiées, étaient des témoignages vivants que la véritable évolution humaine ne venait pas de laboratoires secrets ou d'expériences contraires à l'éthique, mais de l'amour, du courage et de la détermination à faire ce qui est juste. Hélène prit Sophie dans ses bras, sentant la chaleur réconfortante de sa fille. La petite attrapa la chaîne en argent qui pendait à nouveau au cou de sa mère, ses yeux brillants de la curiosité naturelle d'un enfant sain et heureux. « Un jour, murmura Hélène, je te raconterai l'histoire de cette chaîne, ma petite. L'histoire de comment ta grand-mère, même sans être présente, nous a aidés à briser les chaînes de l'ambition et de la manipulation. Et comment, parfois, résister signifie vraiment renaître. » Marine entra dans la pièce, portant plus de rapport.
Hélène, 2 femmes de plus ont été localisées à Paris. Elles sont en route. Hélène acquiesça, ajustant Sophie dans ses bras. Le travail continuait. Il y avait plus de vies à sauver, plus d'histoires à corriger, plus d'avenir à protéger. Mais maintenant, contrairement à quand tout avait commencé, elle n'était pas seule. Elle avait une famille, pas seulement Sophie, mais toutes les personnes qui s'étaient unies dans ce voyage extraordinaire. La petite Sophie bâilla dans ses bras, inconsciente de l'importance historique de sa propre existence. Pour elle, le monde était simplement un lieu de découverte et de joie, exactement comme il devrait l'être. Et Hélène, tenant sa fille tout en se préparant pour une nouvelle journée de travail, savait qu'il ne pouvait y avoir de plus grande victoire que celle-ci. La liberté d'être simplement humain, avec toutes les imperfections et beautés que cela impliquait. 1 an s'était écoulé depuis les événements à la clinique Sainte-Claire. L'affaire Montfort, comme elle était devenue connue dans les médias, avait déclenché une révolution dans la façon dont la recherche génétique était menée et réglementée dans le pays. Hélène, maintenant directrice juridique du nouveau institut d'éthique en recherche génétique, s'apprêtait à franchir une étape importante dans sa mission. L'amphithéâtre de l'Université de Paris était comble. Des centaines de chercheurs, d'étudiants et de journalistes attendaient avec impatience le début de la conférence. Au premier rang, Isabelle et Antoine Montfort observaient avec fierté, tandis que Sophie, maintenant âgée de 15 mois, jouait silencieusement sur les genoux de sa nounou. « Bonjour à tous », commença Hélène, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer officiellement le projet Phénix Renaissance, une initiative qui transformera la tragédie du passé en espoir pour l'avenir. » Les écrans derrière elle montraient des images de la nouvelle installation, un complexe de recherche ultramoderne, construit là où se trouvait autrefois le manoir Montfort. Le lieu qui avait jadis abrité des expériences contraires à l'éthique serait désormais consacré à des recherches transparentes et éthiques en traitement génétique. « Ma mère, » continua Hélène, touchant instinctivement la chaîne à son cou, croyait que la science devait servir l'humanité, non la subjuguer. Aujourd'hui, nous honorons son héritage en inaugurant le plus grand centre de recherche en thérapie génique éthique d'Europe. Dans le public, plusieurs femmes qui avaient été victimes du projet original de Victor assistaient, émues. Certaines d'entre elles faisaient maintenant partie de l'équipe administrative de l'Institut, garantissant que les voix des patients seraient toujours entendues dans les décisions importantes. L'Institut ne sera pas seulement un centre de recherche, expliqua Hélène. Ce sera aussi un mémorial vivant, un rappel constant que le progrès scientifique doit toujours aller de pair avec l'éthique et le respect de la dignité humaine. Isabelle se leva pour rejoindre Hélène sur scène. En tant que directrice scientifique du nouvel institut, elle représentait l'union parfaite entre excellence technique et engagement éthique. Chaque laboratoire de cet institut, dit Isabelle, aura des panels de supervision éthique composés non seulement de scientifiques, mais aussi de membres de la communauté et de représentants des patients. La transparence sera notre priorité absolue. Antoine, qui avait consacré une grande partie de sa fortune au projet, observait avec des larmes aux yeux. La rédemption de la famille Montfort ne viendrait pas à travers la manipulation génétique, mais à travers l'engagement envers la véritable guérison et les soins humains. Marine, maintenant coordinatrice de communication de l'Institut, présenta les chiffres initiaux. Plus de 50 chercheurs avaient déjà été recrutés et des partenariats avec des universités du monde entier étaient en cours d'établissement. Mais, peut-être le plus important, poursuivit Hélène, est notre engagement envers les générations futures. L'Institut inclura un centre d'éducation où les étudiants apprendront non seulement la science, mais aussi l'importance cruciale de l'éthique dans la recherche. Sophie, comme si elle sentait qu'on parlait d'avenir, laissa échapper un rire, joyeux qui résonna dans l'amphithéâtre, provoquant des sourires dans le public. Hélène regarda sa fille, ressentant une vague d'émotion. Elle était là, grandissant libre et en bonne santé, un symbole vivant que la nature, dans sa sagesse, n'avait pas besoin d'amélioration artificielle. Aujourd'hui, conclut Hélène, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment ou un institut, nous inaugurons un nouveau chapitre dans l'histoire de la recherche scientifique dans notre pays. Un chapitre écrit non avec une ambition effrénée,
mais avec compassion, éthique et respect pour la vie sous toutes ses formes. Après la cérémonie, tandis que les invités circulaient dans le nouveau complexe, Hélène trouva un moment de calme dans le jardin de l'Institut. Sophie jouait avec d'autres enfants dans l'air de jeu spécialement conçu, son rire se mêlant au son de la fontaine nouvellement installée. Isabelle s'approcha portant une vieille boîte. « Nous avons trouvé ceci dans les archives que nous avons réussi à sauver, » dit-elle, remettant la boîte à Hélène. « Je pense que vous devriez la voir. » Dans la boîte, Hélène trouva un vieux journal, le journal de sa mère. Les pages jaunies contenaient non seulement des notes scientifiques, mais aussi des espoirs, des craintes et des rêves pour l'avenir. Sur la dernière page, un message semblait avoir été écrit spécialement pour ce moment. « Pour ma fille, si tu lis ceci, cela signifie que la vérité est enfin venue à la lumière. Souviens-toi toujours, le véritable progrès n'est pas d'essayer de transcender notre humanité, mais de l'embrasser complètement, avec toutes ses imperfections et possibilités. Résister, c'est renaître, ma chérie, et toi plus que quiconque l'as prouvé. » Hélène serra le journal contre sa poitrine, observant sa fille jouer. Le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur le nouvel institut. Un nouveau jour se levait, pas seulement pour elle et Sophie, mais pour tous ceux qui croyaient que la science pouvait être une force pour le bien tant qu'elle était guidée par le cœur. Par une claire matinée de printemps, 5 ans après, les événements qui avaient changé tant de vies, Hélène marchait dans les couloirs de l'Institut Phénix Renaissance avec Sophie, maintenant une petite fille intelligente et curieuse de 6 ans, tenant sa main. C'était un jour spécial. L'Institut organisait son premier symposium international sur l'éthique en recherche génétique. « Maman ?» demanda Sophie, ses yeux brillants de la curiosité caractéristique de son âge. « Pourquoi y a-t-il tant de monde ici aujourd'hui ?» Hélène sourit, ajustant la chaîne en argent qu'elle retirait rarement de son cou. « Parce que des personnes du monde entier sont venues apprendre comment faire de la science de la bonne façon, mon amour. Comment aider les autres sans leur faire de mal. » Le hall principal était rempli de chercheurs, de médecins et de spécialistes en éthique de divers pays. Parmi eux, Hélène reconnut des visages familiers, des femmes qui, comme elle, avaient survécu au projet original de Victor et étaient maintenant des voix actives dans la lutte pour une science plus humaine. Isabelle et Antoine Montfort, devenus des symboles internationaux de rédemption et de transformation éthique dans la communauté scientifique, se préparaient à présenter les résultats du premier grand projet de l'Institut. Un traitement révolutionnaire pour les maladies génétiques rares, développé en toute transparence et avec la participation de la communauté des patients. Hélène, appela Marine, maintenant directrice de communication de l'Institut, s'approchant rapidement. « Vous devez voir ça. » Sur l'un des grands écrans du hall, un reportage en direct montrait Victor Montfort étant transféré vers un centre de réhabilitation après des années de réclusion. Son visage, auparavant marqué par l'obsession, montrait maintenant des signes de remords et de réflexion. « Il a demandé à vous parler, » dit doucement Marine. « Il a dit qu'il était prêt à contribuer, de la bonne manière cette fois. » Hélène observa l'image un moment, sentant Sophie serrer sa main. « Peut-être, » répondit-elle, « quand le moment sera venu. » Le son d'applaudissements attira son attention. Isabelle commençait sa présentation dans l'amphithéâtre principal. Hélène et Sophie trouvèrent leur place au premier rang, à côté d'Antoine. « Il y a 6 ans, » commença Isabelle. « Cet institut est né des cendres d'une tragédie. Aujourd'hui, nous présentons au monde les fruits d'un nouveau type de recherche scientifique, une qui place la dignité humaine au-dessus de tout. » Les résultats étaient impressionnants. Des traitements développés éthiquement, avec des résultats significatifs et sans les horreurs des manipulations du passé. L'Institut Phénix Renaissance était devenu un modèle mondial de la façon dont la science pouvait avancer sans perdre son humanité. Après la présentation, pendant la réception, Sophie jouait avec d'autres enfants dans le jardin de l'Institut. Certains d'entre eux étaient les enfants des femmes qui avaient traversé le projet original. Hélène les observait, émerveillée par la façon dont la vie avait des manières surprenantes de guérir d'anciennes blessures. « Elle a vos yeux », dit une voix familière derrière elle. C'était Sophie, l'ancienne gouvernante, qui coordonnait maintenant un programme de soutien aux familles affectées par des recherches contraires à l'éthique. « Et le cœur de sa mère », compléta Isabelle, les rejoignant.
Fort, déterminé, mais toujours guidé par ce qui est juste. Hélène toucha la chaîne à son cou, sentant les mots gravés sous ses doigts. « Résister, c'est renaître », murmura-t-elle, observant sa fille rire et jouer, libre de toute manipulation ou expérience. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur l'Institut. Dans le jardin, une plaque discrète rendait hommage à tous ceux qui avaient lutté contre la manipulation contraire à l'éthique de la vie humaine. Parmi les noms, celui des parents d'Hélène occupait une place spéciale. Sophie courut vers elle, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, je peux montrer mon nouveau projet scientifique à tout le monde ?» Hélène sourit, prenant sa fille dans ses bras. Sophie avait hérité de l'amour pour la science, mais aussi de la compréhension profonde, que toute connaissance devrait servir à aider, jamais à nuire. « Bien sûr que tu peux, mon amour, répondit Hélène. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'ici, nous faisons de la science avec le cœur. » En retournant vers l'amphithéâtre, Hélène réfléchit à comment sa vie avait changé. De l'avocate qui avait tout perdu à la leader d'un mouvement pour l'éthique, dans la recherche scientifique, son parcours avait été de transformation et de renaissance. La chaîne en argent brillait doucement à son cou. Un rappel constant que parfois, il faut résister à ce qui est mal pour permettre à quelque chose de nouveau et de meilleur de renaître. Et là, dans cet institut construit sur les bases de l'éthique et de la compassion, un nouveau chapitre s'écrivait, pas seulement pour elle et Sophie, mais pour toute l'humanité. « Maman !» appela Sophie, interrompant ses pensées. « Quand je serai grande, je veux être scientifique comme grand-mère, mais de la bonne façon, d'accord ?» Hélène embrassa sa fille, sentant des larmes de joie se former dans ses yeux. « De la bonne façon, mon amour, toujours de la bonne façon. » Et ainsi, sous le ciel orangé de cet après-midi de printemps, le cycle se complétait. D'une histoire de manipulation et de contrôle était né un héritage d'éthique et d'espoir. La science continuerait d'avancer, mais désormais guidée non par l'ambition effrénée, mais par le désir sincère de faire le bien. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration de l'Institut Phénix Renaissance. Par un après-midi spécial d'automne, Hélène observait sa fille Sophie, maintenant âgée de 11 ans, présenter son projet scientifique à la foire annuelle de l'Institut. Le thème choisi par la jeune fille ne pouvait être plus significatif. L'éthique dans la recherche scientifique, la vision d'une nouvelle génération. La science, expliquait Sophie, avec une assurance surprenante pour son âge, ne concerne pas seulement les découvertes et les avancées. Il s'agit de la façon dont nous utilisons ces connaissances pour aider les gens sans jamais oublier que chaque vie est précieuse et unique. Dans l'audience, Isabelle et Antoine Montfort écoutaient avec émotion. À côté d'eux, d'autres, enfants, filles des femmes qui avaient été affectées par l'ancien projet, attendirent leur tour pour présenter leurs propres travaux. C'était une nouvelle génération qui grandissait avec des valeurs différentes, comprenant dès le plus jeune âge l'importance de l'équilibre entre progrès et éthique. L'Institut était devenu bien plus qu'un centre de recherche. C'était un symbole vivant de transformation, un lieu où des histoires de douleur avaient été transformées en source de guérison et d'apprentissage. Les couloirs qui avaient autrefois résonné de sombres secrets résonnèrent maintenant des rires d'enfants et de discussions animées sur la façon dont la science pourrait améliorer les vies de façon éthique. Hélène marchait parmi les stands de la foire quand elle découvrit une surprise. Dans un coin discret, il y avait une exposition sur l'histoire de l'Institut. Parmi les photos et les documents se trouvait la chaîne en argent de sa mère, maintenant partie d'un mémorial permanent. C'était l'idée de Sophie, dit Marine, s'approchant silencieusement. Elle a dit que d'autres personnes devaient connaître l'histoire de la chaîne, comprendre ce que signifie résister et renaître. L'exposition racontait non seulement l'histoire d'Hélène, mais aussi celle de toutes les femmes qui avaient fait partie involontairement du projet original. Leurs photographies, leurs histoires, et plus important encore, leurs triomphes étaient documentés là, servant de puissants rappels de ce qui était en jeu lorsque l'éthique était abandonnée au nom du progrès. Isabelle, qui était devenue l'une des voix les plus respectées en éthique scientifique dans le monde, les rejoignit. « J'ai reçu des nouvelles de Victor », dit-elle doucement. Hélène sentit une légère pression dans sa poitrine. Après des années de réclusion et de thérapie, Victor Montfort avait demandé à contribuer à l'Institut, non plus comme scientifique, mais comme exemple de ce qui arrive quand l'ambition dépasse l'humanité. Il veut participer au programme de sensibilisation, poursuivit Isabelle.
parler aux étudiants des dangers de l'orgueil scientifique incontrôlé. Hélène observa sa fille à distance, expliquant maintenant avec animation son projet à un groupe de visiteurs. Sophie avait grandi en comprenant à la fois le pouvoir et la responsabilité qui accompagnait la connaissance scientifique. C'était un équilibre délicat que sa propre mère s'était battue pour protéger. « Peut-être, répondit Hélène après un moment de réflexion, est-il temps de fermer ce cercle également. » La foire se prolongea dans la soirée, avec des présentations et des débats qui montraient comment l'Institut avait transformé la manière dont la recherche génétique était menée dans le pays. Des médecins, des scientifiques et des étudiants du monde entier venaient apprendre du modèle développé ici. À la fin de l'événement, tout en aidant Sophie à ranger son projet, Hélène trouva quelque chose de spécial. Un petit journal que sa fille avait tenu pendant la préparation de la foire. Dans les dernières pages, il y avait un texte qui fit remplir ses yeux de larmes. Ma grand-mère était une scientifique qui a choisi de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Ma mère est une avocate qui s'est battue pour transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Et moi, je veux être quelqu'un qui n'oublie jamais que derrière chaque expérience, chaque recherche, il y a un être humain, avec des rêves, des peurs et des espoirs. Parce que résister à ce qui est mal nous aide à renaître plus fort, plus sage et plus humain. Hélène serra sa fille dans ses bras, sentant comment l'héritage de sa mère avait fleuri de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le cercle de douleur s'était transformé en un cercle de guérison, et chaque nouvelle génération qui passait par l'Institut aidait à le renforcer. À la fin de cette soirée spéciale, alors que les lumières de l'Institut s'éteignaient, lentement, Hélène réalisa que son voyage avait été bien plus qu'une histoire de survie. Il avait été un témoignage du pouvoir transformateur de la vérité, du courage et de l'amour inconditionnel, des valeurs que sa fille portait désormais, comme une lumière guidant le chemin vers un avenir plus éthique et humain. 15. 15 après les événements qui avaient changé tant de vies, l'Institut Phénix Renaissance se préparait pour une cérémonie spéciale. C'était le jour de la remise des diplômes de la première promotion du programme de jeunes scientifiques, et Sophie, maintenant âgée de 16 ans, était parmi les diplômés. L'auditorium était rempli de visages familiers et nouveaux. Au premier rang, Hélène tenait l'ancienne chaîne en argent, désormais une relique de l'Institut qui était occasionnellement prêtée pour des événements importants. À ses côtés, Isabelle et Antoine Montfort, aux cheveux complètement gris mais aux yeux toujours brillants, souriaient avec fierté. Sophie monta sur scène pour prononcer son discours en tant qu'oratrice de la promotion. Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, parcoururent l'audience avant de commencer. Il y a 15 ans, cet institut est né d'une histoire de résistance et de renaissance. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre diplomation. Nous célébrons un héritage de transformation. Chacun d'entre nous ici a appris que la vraie science ne consiste pas à essayer de contrôler la nature, mais à la comprendre et à la respecter. Parmi le public, Hélène reconnut de nombreux visages. Marine, qui dirigeait maintenant des programmes similaires dans d'autres pays. Sophie, l'ancienne gouvernante, devenue une conseillère précieuse pour les nouvelles générations. Et même Victor Montfort, qui, après des années de réflexion et de repentir, était devenu un défenseur dévoué de l'éthique dans la recherche scientifique. Notre génération, poursuivit Sophie, a grandi en connaissant à la fois le pouvoir et la responsabilité qui accompagnent la connaissance scientifique. Nous avons appris que chaque découverte, chaque avancée, doit être guidée non seulement par la curiosité intellectuelle, mais aussi par l'engagement envers le bien-être humain. Hélène sentit des larmes silencieuses couler sur son visage, en écoutant sa fille articuler exactement les principes pour lesquels sa mère avait donné sa vie. Le cercle était complet, 3 générations de femmes unies par le même engagement envers la vérité et l'éthique. Après la cérémonie, pendant la réception dans les jardins de l'Institut, Hélène trouva un moment de calme près du mémorial qui rendait hommage aux victimes et aux héros de cette histoire. Ses doigts tracèrent doucement les noms de ses parents, sentant comment leur présence résonnait encore à travers les actions et les choix qui avaient façonné tant de vies. Sophie la rejoignit, portant une petite boîte. « Maman, dit-elle, doucement. J'ai trouvé ceci dans les anciennes archives de l'Institut,
Je pense qu'aujourd'hui est le jour idéal pour le partager. » Dans la boîte se trouvait une lettre, jaunie par le temps, écrite par sa mère peu avant l'accident qui l'avait emportée. Elle était adressée non seulement à Hélène, mais aussi à la petite fille qu'elle ne connaîtrait jamais. « Pour ma fille et ma petite fille, si vous lisez cette lettre, cela signifie que notre lutte n'a pas été vaine. » La connaissance scientifique est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, mais sa véritable valeur ne réside pas dans le fait de nous rendre surhumains, mais de nous aider à être plus humains. Hélène, ma fille, ta force a toujours été plus grande que tu ne l'imaginais. Et pour ma petite fille, que je ne connais pas encore, tu es la preuve vivante que résister à ce qui est mal nous permet de renaître plus forts et plus sages. Souvenez-vous toujours, le véritable héritage ne se trouve pas dans les laboratoires ou les expériences, mais dans le cœur et la conscience de chaque personne qui choisit de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Avec un amour éternel, votre mère et grand-mère. Hélène et Sophie s'embrassèrent, partageant un moment de profonde compréhension. Autour d'elle, l'Institut pulsait de vie et d'intention. Dans les salles de recherche, de nouveaux traitements éthiques étaient développés. Dans les laboratoires, de jeunes scientifiques apprenaient à équilibrer ambition et responsabilité. Dans les couloirs, des histoires de transformation continuaient d'inspirer de nouvelles générations. La chaîne en argent, maintenant partie de la collection historique de l'Institut, continuait de rappeler à tous ceux qui passaient par là. Résister, c'est renaître. Et à travers cette résistance, à travers le courage de personnes qui ont choisi de faire ce qui est juste, un nouveau chapitre dans l'histoire de la science avait été écrit. Sophie prit la chaîne avec délicatesse, ses doigts traçant l'inscription familière. « Tu sais, maman, dit-elle avec un sourire doux, je pense que j'ai enfin compris. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est un engagement que nous transmettons. » Hélène serra sa fille dans ses bras, observant le soleil se coucher à travers les fenêtres de l'Institut. L'héritage de sa mère vivait non seulement dans les recherches éthiques qui étaient menées ici, mais dans le cœur de chaque personne qui apprenait que le véritable progrès scientifique ne pouvait jamais être séparé de la compassion et du respect pour la vie. Et ainsi, alors que le jour touchait à sa fin, Hélène sut que son histoire, qui avait commencé par la perte et le désespoir, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la vérité et du courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût.